Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Dalian Ferland-Paquette. Je suis tuteur au Centre d'aide à la réussite. Euh, et aujourd'hui, l'atelier que j'enregistre pour mettre en ligne s'appelle Optimiser sa lecture. C'est un atelier sur la lecture, les différents types de lecture et les façons de faire valoir au mieux la lecture des textes que vous allez lire. Comment le mieux possible mémoriser l'information des textes, rendre vos lectures pertinentes, vous approprier les textes et avoir du plaisir aussi quand vous le lisez. Alors, on se lance avec un petit test qu'on vous suggère de faire. Vous pouvez télécharger l'extrait Le triomphe du déséquilibre sur le site où vous avez trouvé cette vidéo et on vous suggère de le lire et de l'annoter. Ensuite, vous pourrez vous poser les questions suivantes. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans la lecture de ce texte-là? Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est de l'annoter comme vous annoteriez un texte normalement. Forcez-vous pas, faites pas des pieds et des mains, faites-le normalement, comme vous auriez fait d'habitude. Parce que c'est un test. Le but, c'est de voir de voir votre compréhension dans votre état normal, disons. Ensuite, prenez des notes sur ce que vous avez compris, ce que vous n'avez pas compris, sur ce que vous avez trouvé difficile, et essayez de réfléchir pour déduire de ces réponses à ces questions-là, quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses dans les lectures des textes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous aident à mieux comprendre? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez spécialement de la difficulté à comprendre, etc. Donc, prenez le temps là, de méditer là-dessus pour apprendre à mieux vous connaître puis à mieux comprendre vos habitudes de lecture. Donc, moi, je vais poursuivre la présentation. Vous pouvez mettre à pause maintenant pour, euh, pour faire ce test-là. Et ensuite, vous pourrez appuyer sur Play pour recommencer. Alors, il y a plusieurs types de lecture. On différencie typiquement 4 types de lecture qui sont comme des degrés d'investissement dans la lecture également. La première, c'est la lecture sélective. Ensuite, on a la lecture en diagonale, la lecture pardon, de base et la lecture active. Une lecture sélective, c'est la lecture qui va prendre le moins de temps et c'est vraiment comme un survol. Vous allez vous en servir pour trier les ouvrages pertinents, par exemple, si vous faites une recherche sur Internet, si vous cherchez une recette, etc. Euh, la lecture sélective, là, pour vous donner un exemple concret, si vous arrivez à la bibliothèque pour une recherche pour un cours et vous avez un sujet précis sur lequel vous voulez rechercher, vous avez sélectionné plusieurs livres qui pourraient tourner, qui pourraient parler de ça de près ou de loin. Mais là, pour chacun de ces livres-là, vous allez faire une lecture sélective, c'est-à-dire que vous allez regarder la quatrième de couverture, la table des matières, le titre aussi, pour voir s'il y a un chapitre là-dedans ou un sous-chapitre qui peut parler de votre sujet. Donc, c'est vraiment une lecture qui vous permet de discerner qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui est bon pour vous, puis qu'est-ce qui l'est pas. C'est extrêmement rapide. Une fois que vous avez fait une lecture sélective, vous pouvez faire une lecture en diagonale. Donc, dans ce cas-là, si par exemple vous avez lu un texte, pardon, vous avez lu la quatrième de couverture puis la table des matières d'un texte, et là vous avez vu qu'il y a un chapitre qui vous touche, vous ouvrez ce chapitre-là et vous lisez très rapidement pour voir s'il y a des idées, pour voir c'est quoi la structure du chapitre ou du texte et voir quelles idées sont pertinentes pour vous faire un plan mental du texte. Normalement, dans une lecture en diagonale, on vise à peu près 10 secondes par page. Donc, c'est très rapide la lecture en diagonale. Vous savez quel mot vous cherchez, vous regardez rapidement pour trouver ces mots-là. Une fois que la lecture en diagonale est faite, vous pouvez passer à la lecture de base si le texte vous semble pertinent. La lecture de base, c'est quand vous lisez chaque mot, chaque phrase, vous prenez le temps de bien comprendre le texte. C'est la lecture qu'on fait typiquement pour une préparation en cours, par exemple. Si vous avez un texte à lire avant le cours, vous allez en faire une lecture de base ou une lecture active. La lecture active, c'est là qu'on manipule les informations du texte. C'est ce qui va vous permettre de l'analyser, de le critiquer, de le comparer, d'approfondir votre compréhension de ce texte-là, de vous l'approprier. Quand vous faites une lecture active, c'est là que vous annotez, puis que vous prenez le temps de poser des questions au texte, de vous assurer que vous comprenez absolument chaque étape, chaque paragraphe, chaque idée. Euh, c'est là que vous mobilisez les informations que vous avez dans le texte, que vous voulez réapproprier pour mieux le comprendre. Donc, la lecture active, là, c'est typiquement une troisième ou même une quatrième lecture. Normalement, dans un texte, vous allez avoir fait une lecture en diagonale. Ensuite, vous allez avoir fait une lecture de base.
et peut-être même une deuxième lecture de base avant de passer à la lecture active, dépendamment de la difficulté du texte, puis dépendamment de qui vous êtes. Alors, la lecture, il y a un type de lecture qui est le plus efficace pour les travaux et les examens qui demandent la compréhension de texte. Et j'imagine que vous avez deviné c'est lequel. C'est la lecture active. C'est vraiment celle qui va vous permettre de le mieux pénétrer le fond du texte. À quoi servent les stratégies de lecture maintenant? Elles servent à mieux comprendre ce qu'on lit, bien sûr, à maintenir notre attention sur la lecture aussi, parce que si vous vous assurez de comprendre chaque étape de ce que vous lisez, chaque paragraphe, euh, quand vous perdez votre attention, vous ne comprenez plus et là, vous le voyez beaucoup plus vite. Alors que si, de toute façon, vous lisez un peu confusément, un peu distraitement, mais il y a plusieurs bouts que vous ne comprendrez pas, puis ça ne vous permet pas de repérer quand vous perdez l'attention. Ça vous permet de faire des meilleurs résumés. C'est essentiel pour faire un résumé, c'est essentiel de faire des lectures approfondies, de faire des bonnes lectures. Ça permet d'augmenter votre motivation en rendant vos lectures de texte plus pertinentes, en vous donnant le sentiment d'apprendre plus. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension du texte et ça facilite la mémorisation des informations que vous avez dans le texte. Alors, il y a 3 étapes dans chaque lecture. C'est assez évident, en fait, dit comme ça, mais c'est avant la lecture, pendant la lecture et après la lecture. C'est les 3 moments où vous avez des actions différentes à faire. C'est des moments cruciaux dans chacune des lectures. Avant la lecture, vous avez 3 questions à vous poser, ou plus, hein, vous pouvez vous en poser beaucoup plus. Mais ces 3 questions-là, elles sont fondamentales. Pourquoi est-ce que vous lisez? Ça vous permet de déterminer votre intention de lecture. Si vous lisez pour vous divertir, vous allez lire différemment que si vous lisez pour apprendre ou pour vous informer ou pour chercher quelque chose en particulier dans l'accomplissement d'un travail, par exemple. Fait que c'est là que vous voulez savoir, c'est quoi les questions auxquelles vous voulez répondre pendant cette lecture. Qu'est-ce que vous allez y chercher? Ça vous permet de discerner qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui l'est pas. Une deuxième question que vous allez vous poser, c'est quelle est la structure du texte? Pour répondre à ça, c'est la lecture en diagonale qui va vous donner les réponses. Vous allez observer les titres du texte, les sous-titres, les illustrations, les mots en gras, tout ce qui peut vous aider à reconnaître de quel type de texte il s'agit, puis quelle est sa structure, comment il est élaboré. Ça va vous permettre ensuite, pendant la lecture, de savoir là où vous en êtes. Euh, Ensuite, quelles prédictions vous pouvez faire? Donc ça, à ce moment-là, vous vous posez de quoi le texte va parler. Vous vous demandez de quoi le texte va parler, quelle va être sa forme, etc. Vous essayez d'imaginer d'emblée de quel texte il va s'agir. Ça permet d'activer vos connaissances sur le sujet, de préparer votre cerveau à recevoir des nouvelles connaissances qui vont être reliées à ça. Pendant la lecture, vous voulez vous questionner sur, premièrement, l'intention de l'auteur ou de l'autrice. Qu'est-ce qu'il ou elle désire exprimer à travers son texte? Quel est son but? Parfois, ça ne sera pas explicite dans le texte. Vous allez devoir faire référence à un contexte historique, par exemple, ou à la biographie de l'auteur ou de l'autrice. Euh, mais c'est super intéressant pour vous approprier le texte, de comprendre c'est quoi son rôle, c'est quoi son objectif. Vous allez essayer de trouver le sujet et l'idée directrice du texte, les idées principales, les idées secondaires également, donc comment le texte est construit, comment il est découpé, comment on peut le découper, et la conclusion de l'auteur ou de l'autrice. Quel est le constat qu'il ou elle dégage? Puis pourquoi il ou elle dégage ce constat-là? Quel est le rapport entre ce constat-là et l'intention, ce que l'auteur ou l'autrice désire exprimer? Alors, c'est quelques questions que vous pouvez vous poser pendant la lecture du texte. Évidemment, vous pouvez vous en poser beaucoup d'autres, mais c'est celles qu'on suggère. C'est celles qui sont des questions de base, des questions fondamentales. Quand vous annotez les textes, oui, alors d'abord, vous pouvez prendre le temps de vous demander comment vous annotez un texte. C'est quoi vos méthodes actuellement d'annotation? Il y a peut-être des choses qui sont très pertinentes quand vous annotez, des trucs que vous avez que d'autres n'ont pas et que vous devez garder. Pour la notation aussi, c'est la créativité et la bienvenue. Vous voulez que votre système d'annotation soit propre à vous, puis qu'il il veuille dire quelque chose pour vous, qui colle à vous.
Mais on vous suggère de noter certaines choses qui sont, à notre sens, pertinentes. Notez les questionnements que vous avez, puis tentez d'y répondre. Les questionnements que vous avez ou les questionnements que vous trouvez dans le texte aussi. C'est souvent des bonnes façons de mobiliser l'information puis de comprendre les liens entre les différentes parties du texte. Donc, notez les questions dans la marge. Surlignez l'information principale dans chaque paragraphe. Écrivez un mot-clé dans la marge qui est lié à l'information principale de chaque paragraphe. Et puis, résumez dans vos mots l'idée principale, encore une fois, de chaque paragraphe. Ça permet de faire une carte de ce que chaque paragraphe signifie, de ce que chacun veut dire et de comment ils s'articulent entre eux. C'est vraiment pertinent, d'une part, parce que vous assurez de comprendre chacun des paragraphes, parce qu'il n'y a aucun paragraphe dans un texte qui est là pour rien. Ils ont tous une idée à faire valoir. Donc, si vous ne comprenez pas ce à quoi sert un paragraphe, c'est signe que vous devez le relire, puis relire les paragraphes autour pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, assurez-vous. Donc, bref, relire, écrire l'idée principale dans vos mots, ça vous permet de vous assurer que vous comprenez bien chacun des paragraphes, donc à chaque étape du texte que vous suivez. Et ensuite, ça vous permet de mieux le naviguer. Vous pouvez relire les mots que vous avez écrits dans les marges pour vous donner une idée générale du texte, de ce qu'il veut dire, puis de mieux repérer là où vous allez devoir aller approfondir les informations en relisant le paragraphe au complet. Finalement, identifier ce à quoi réfèrent les pronoms, puis les termes substituts. Donc, identifier Par exemple, si vous avez un ce ou cette notion, ça réfère à une notion qui est un peu plus haute dans le texte, ben, écrivez-le au-dessus du ce ou de cette notion pour vous assurer que, un, vous savez bien de quoi ça parle, et deux, dans le futur, ça va vous sauver beaucoup de temps. Quand vous surlignez, trop, c'est comme pas assez. On le sait, là, quand on surligne tout, ben, il n'y a plus rien de surligné, évidemment. Puis les pages deviennent mouillées. Euh, alors, il faut savoir déterminer qu'est-ce qu'il faut surligner, qu'est-ce qui est vraiment le plus important. C'est sûr que ça dépend de ce qu'on lit. Si vous lisez par exemple un texte explicatif ou descriptif, on vous suggère de surligner le sujet posé, le sujet divisé, l'idée principale et les idées secondaires qui viennent après l'idée principale. Ça vous permet de faire ressortir le schéma logique du texte. Si vous lisez un texte argumentatif, pareil, le sujet posé, la thèse, donc l'idée qui est défendue dans le texte, le sujet divisé, l'argument de chaque paragraphe et la preuve qui est mobilisée dans chacun des paragraphes. Donc, vous voulez souligner ça aussi. Ça vous permet d'avoir un plan. Quand vous regardez le texte, vous voyez à la fois le texte et le plan du texte, l'argumentaire logique, l'ossature logique qui va être en couleur. Si vous lisez une histoire, vous pouvez souligner la situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement, la situation finale. Donc voilà, c'est vraiment comme le plan du texte que vous allez essayer de souligner. C'est ce qui vous permet le mieux de naviguer le texte par la suite, d'aller retrouver les informations que vous cherchez, puis de vous assurer que vous comprenez bien comment chaque partie du texte est organisée par rapport aux autres, comment chaque partie du texte s'inscrit dans un système pour atteindre l'objectif. Pour vérifier votre compréhension maintenant, euh, si vous voulez clarifier le contenu de ce que vous lisez, ciblez les passages incompris ou les mots que vous ne connaissez pas. Vous pouvez les souligner, vous pouvez mettre une étoile, les souligner, faites-le comme vous le souhaitez. Euh, vous pouvez cibler l'incompréhension. Donc, essayez de définir qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ce passage-là. Est-ce que c'est un problème de vocabulaire? Est-ce que c'est des concepts qui ne sont pas clairs? Est-ce que c'est la structure, la formulation que vous avez de la difficulté, etc. Et ensuite, vous utilisez un moyen pour comprendre ce que vous ne comprenez pas. Ce moyen-là va dépendre du type d'incompréhension. Si c'est vocabulaire, ben vous regardez autour du mot, vous pouvez regarder un dictionnaire, etc. Si c'est des concepts, vous pouvez essayer de comprendre plus ailleurs dans le texte. Est-ce que l'auteur ou l'autrice a expliqué ce concept-là déjà? Est-ce que c'est quelque chose de... Comment trouver le sens de ça? Si le problème, c'est la formulation, mais là, vous prenez le temps de bien relire, de décomposer la phrase, de vous assurer de comprendre chaque mot, etc. Ça, c'est pour clarifier le contenu. Maintenant, si vous voulez pousser plus loin, ce qui est très bénéfique, vous pouvez faire des liens avec ce que vous connaissez déjà. Ça, c'est super bon pour mémoriser la matière, pour vous l'approprier. Donc, essayez de relier là, ce que vous apprenez, ce que vous lisez avec des choses qui peuvent
qui peuvent vous faire penser à ça dans votre expérience personnelle, dans votre vie ou dans les choses que vous connaissez déjà. Et mettez des hypothèses sur la suite du texte également. Vérifiez si vos hypothèses que vous avez émises précédemment sont bonnes. On a tendance à émettre des hypothèses puis après ça à les oublier. Mais c'est vraiment cool de revenir sur vos hypothèses pour voir si vous aviez raison ou tort et qu'est-ce qui a fait la différence, pourquoi vous vous êtes trompé par exemple. Faites des liens entre les différents éléments du texte. Ça peut être à partir des marqueurs de relation. Vous pouvez faire ça avec des crayons, avec des surligneurs, faire des flèches d'un endroit à l'autre du texte ou numéroter les parties du texte pour leur donner une structure d'ensemble, pour leur donner du sens ensemble. Et ensuite, regrouper les éléments d'information éloignés les uns des autres euh, à partir des infos que vous avez. Donc, pareil, vous pouvez faire des flèches, vous pouvez mettre des, euh, des numéros. L'important, c'est de reclarifier la structure du texte, qui n'est pas toujours claire dans l'expression écrite de base. Si vous ne comprenez pas, il y a deux types d'incompréhension, au moins. La première, c'est l'incompréhension d'un mot. Dans ce cas-là, vous pouvez regarder autour du mot pour comprendre son rôle dans la phrase. Ça peut vous aider à comprendre son sens. Vous pouvez chercher un mot de même famille ou un mot dans le même mot. Ça, c'est vraiment le fun à faire. On n'a pas toujours l'habitude de le faire, mais la plupart des mots sont composés d'un préfixe puis d'un suffixe qui ont un sens. Souvent, ces préfixes et suffixes-là sont en grec ou en latin. Et là, il y a d'autres mots qui existent qui ont le même sens que ce mot-là. Par exemple, si vous prenez le mot chronophage, c'est une activité qui est vraiment chronophage. C'est un mot qu'on ne comprend pas tout à fait. On ne l'utilise pas souvent dans le langage commun. Mais si on divise le mot, on voit qu'il y a chrono et phage. Chrono, on peut se questionner à savoir qu'est-ce qu'on connaît d'autre qui parle de qui a chrono, quel autre mot qui a chrono dedans. Bon, chronomètre, ça vient tout seul. C'est un outil pour compter le temps. Je sais que le dieu grec du temps, c'est Chronos. Bon, mais Chronos, ça doit avoir rapport avec le temps. Phage, c'est un peu moins commun. Mais je me rappelle que dans mes cours d'anthropo, par exemple, j'ai vu le mot anthropophage. Ça veut dire cannibale, qui mange des hommes. Je sais que ça veut dire cannibale parce que anthropo, dans anthropologie, ça veut dire la science de l'homme. Et donc, anthropophage, si anthropo, ça veut dire homme, phage, ça doit dire manger. Donc, si phage, ça veut dire manger, et chrono, ça veut dire temps, chronophage, ça veut dire qui mange du temps, qui prend beaucoup de temps. Donc, une activité chronophage, ça serait une activité qui demande du temps. Donc, bref, c'est la compréhension d'un mot que j'ai effectué sans regarder le dictionnaire, juste en regardant les rapports du mot avec les autres mots que je connais, qui ont les mêmes racines, grecques ou latines. Ça peut être vraiment puissant comme outil de prendre l'habitude de chercher la signification des préfixes et des suffixes. C'est vraiment le fun à faire. Vous pouvez chercher la définition du mot dans la phrase qui suit ou dans la phrase qui précède, si jamais. Parfois, là, les auteurs ou les autrices vont utiliser un mot puis vont le définir tout de suite après. Si c'est un mot qui est compliqué, c'est une bonne stratégie pour elle et eux pour s'assurer que le texte est compris. Servez-vous du contexte, des circonstances dans lesquelles se déroule l'histoire. Servez-vous d'essayer de comprendre, de vous remettre dans l'ambiance du texte pour mieux comprendre qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Parce que parfois aussi, il y a des mots que vous pensez connaître qui ont plusieurs définitions, plusieurs sens, ou qui sont utilisés métaphoriquement, par exemple. C'est important de vous assurer que la définition que vous avez d'un mot colle bien au texte, parce que sinon, ben, vous pouvez vous perdre. Restez ouverte au fait qu'il y a plusieurs définitions à un même mot, puis que si jamais la définition que vous croyez connaître du mot colle pas tout à fait, mais c'est peut-être que vous n'avez pas la bonne. Donc, vous pouvez continuer à chercher dans ce cas-là. Finalement, la dernière option, c'est d'utiliser un dictionnaire. Pareil, le dictionnaire va souvent vous donner 5 ou 6 définitions. Ouais, il y a un chiffre en fait qui est vraiment variable selon le mot, mais il va vous donner plusieurs définitions. Dans ce cas-là, on a parfois le réflexe de regarder la première, puis de fermer le dictionnaire, puis voilà, c'est réglé. Mais non, chaque définition est aussi importante, puis sont parfois vraiment différentes. Alors, ça vaut la peine de lire chacune des définitions pour trouver laquelle fit parfaitement dans le contexte, laquelle s'insère bien dans le contexte du texte. Et là, quand vous allez avoir trouvé le bon mot, la bonne émission, vous allez avoir le sentiment que c'est une pièce de puzzle que vous avez, la dernière pièce du casse-tête que vous avez ajoutée, que vous avez posée.
Si vous avez une incompréhension d'une phrase ou d'un paragraphe, vous pouvez regarder la ponctuation, qui peut vous aider beaucoup. Portez-y attention parce que souvent, quand on lit un texte d'emblée, euh, c'est comme si c'était une voix dans notre tête qui parle et donc on porte moins attention à la ponctuation, mais c'est un bon indicateur de la structure de la phrase puis de la structure des idées dans la phrase. Donc portez attention à la ponctuation, relisez la phrase bien sûr, faites-vous des images mentales, essayez de vous approprier chaque moment de la phrase, chaque idée. Lisez la phrase précédente, lisez la phrase suivante, répétez le contenu dans vos mots, donc encore une fois, essayez de vous approprier la phrase. Faites des inférences. Lisez entre les lignes, c'est-à-dire comprenez ce qui est dit derrière la phrase. Qu'est-ce que la phrase veut dire et non seulement ce que la phrase dit. Oups. Donc, euh, donc voilà, quand vous avez une phrase ou un paragraphe que vous comprenez mal, prenez le temps de le lire tranquillement, de le décomposer, de savourer la phrase ou le paragraphe. Parfois, là, moi, ça m'arrive de lire des textes qui sont spécialement difficiles. Puis là, je me lis debout, puis là, je vais lire le paragraphe à voix haute, puis je fais un peu les 100 pas, puis je tourne autour jusqu'à ce qu'il y ait un déclic, puis que je comprenne bien ce que ça veut dire. Puis à ce moment-là, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment motivant d'avoir ces déclics-là, puis de sentir qu'on a complété le puzzle. Mais ça demande du temps, ça demande parfois beaucoup d'efforts. Euh, alors, on a un exemple ici d'un texte qui a été lu et annoté à l'ordinateur. C'est pas tout le monde qui travaille à l'ordinateur au Cégep, en tout cas au moment où j'enregistre cette présentation. Mais ça peut être une bonne façon, mais après, à la main, on a aussi un exemple à la main, en fait. Donc, on voit ici plusieurs couleurs de surlignage. C'est ce qui saute aux yeux en premier. Ça peut être une bonne façon de séparer les idées, de comprendre, bon, ici on parle de telle idée, ici on revient avec telle autre idée. Donc ça vous oblige d'annoter en plusieurs couleurs, ça vous oblige à vous faire un plan, à définir une structure d'information pour la relever dans le texte. Donc c'est très pertinent. Euh, et là, ensuite, on a décomposé ici, en fait, le texte en plusieurs aspects et associé chaque aspect ou chaque partie du texte à des couleurs. Donc, vous voyez, le sujet posé est en jaune. Ensuite, les aspects, les idées principales sont en vert. Et donc, l'aspect 1 est en vert, le sous-aspect est en bleu. Donc, la personne a inscrit dans les commentaires quelle est sa structure, elle a inscrit son code, sa légende, pour être sûr de ne pas l'oublier. Parce que ça aussi, c'est pertinent. Sachez, pensez, quand vous annotez un texte, que vous allez peut-être le relire 1 ou 2 mois plus tard dans la session. Ou encore mieux, si c'est un texte qui est vraiment pertinent pour vous, vous allez peut-être le relire plusieurs années plus tard. Peut-être que ça va rester pertinent pour longtemps. Donc, dans ce cas-là, assurez-vous de mettre les choses en place pour toujours être capable de comprendre c'est quoi votre méthode, c'est quoi votre structure de lecture. Si vous pouvez choisir une méthode qui fonctionne bien pour vous puis la garder tout le temps, c'est tant mieux. Mais ça se peut que ça évolue, donc ça vaut la peine de vous écrire, de prendre le temps de vous écrire une légende à côté dans les commentaires. Quand vous lisez à la main, ben, c'est plutôt semblable. Le principe est le même, c'est-à-dire que vous pouvez choisir différentes couleurs pour différents types d'informations. Euh, Puis vous écrivez dans les marges aussi, mobilisez les marges. Faites-vous un résumé. En haut, là, vous voyez dans le petit nuage, il y a un résumé du récit. Ça vaut la peine de s'écrire un résumé du texte, ou alors de chaque page, ou alors de chaque paragraphe, de chaque idée. Ça aide vraiment à naviguer le texte. Donc, mobilisez les marges, tous les espaces de la page que vous avez, un texte que vous avez écrit, il est à vous, puis ça vaut la peine de faire preuve de créativité là-dessus, de vous l'approprier. Donc, ensuite, on passe à après la lecture, un autre moment qui est important pour la compréhension du texte. Vérifiez si vos prédictions étaient bonnes. Je l'avais dit tout à l'heure, quand vous faites des hypothèses, c'est pas pour les oublier dès que vous lisez le texte. Vous pouvez revenir sur vos hypothèses et c'est là que les hypothèses sont pertinentes, en fait. C'est là que vous êtes dans un mouvement de questions-réponses avec le texte et que vous vous appropriez les informations. Faites ensuite un résumé dans vos mots du texte. Dans vos mots, c'est super important. C'est comme ça que vous vous appropriez les notions du texte. Ça peut être difficile. C'est une tâche plus difficile qu'on pense de faire un résumé dans ces mots.
parce que ça demande vraiment de bien synthétiser puis de bien comprendre. Si vous n'êtes pas capable de le résumer dans vos mots, puis que vous pouvez, soit vous n'arrivez pas à le résumer, ou vous arrivez seulement à le résumer en reprenant des phrases, puis en reprenant des mots que vous ne comprenez pas trop, que vous n'êtes pas sûr, c'est un bon signe que la lecture n'a pas été bien comprise, puis que vous devez la relire ou repasser sur certains paragraphes. Donc, assurez-vous d'être capable de résumer dans vos mots, de l'expliquer à quelqu'un qui n'a pas lu le texte. Quand vous résumez, prenez les phrases principales de chaque paragraphe, réécrivez-les dans vos mots, puis intégrez les passages importants du texte. C'est une bonne méthode pour faire un résumé qui va être pertinent, qui va être efficace. Comme ça, vous pourrez seulement lire le résumé après, puis avoir une bonne idée claire de ce que le texte veut dire. Donc, chaque idée principale, vous les réécrivez dans vos mots, et ensuite vous ajoutez les passages qui sont importants. Le résumé, vous pouvez le faire comme un texte, mais vous pouvez aussi en faire un tableau, un schéma, un dessin, une carte d'organisation d'idées, un scrapbook si vous le souhaitez. La créativité est de mise là-dedans aussi. Faites quelque chose qui veut dire quelque chose pour vous. Anticipez les questions qu'on pourrait vous poser sur le texte. Pour un travail, pour un examen, par exemple, euh, essayez de comprendre c'est quoi que vous allez devoir faire avec ce texte-là. Est-ce que vous allez devoir le résumer, expliquer la conclusion, citer des parties du texte, faire des liens avec d'autres textes, critiquer la position de l'auteur ou de l'autrice, etc. Donc, prenez le temps de comprendre qu'est-ce que vous allez devoir faire avec ce texte-là et de vous préparer à ça. Vous pouvez vous faire des pratiques, vous pouvez commencer à, si vous devez critiquer la position de l'auteur ou de l'autrice, vous devez essayer vous devez vous assurer de comprendre quelle est la position de l'auteur ou de l'autrice, puis ensuite commencer à vous demander, OK, comment je me situe par rapport à ça, etc. Quand vous avez des questions reliées au texte, dans des examens par exemple, ou simplement à la suite du texte, si vous avez des questions de compréhension qui vous sont données. Si vous avez des questions de compréhension à la suite d'un texte, d'ailleurs, c'est vraiment pertinent d'y répondre, de prendre le temps d'y répondre. C'est une super pratique pour les examens. Puis souvent, les questions qui sont là, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont bien choisies pour vous amener à voir l'essentiel du texte. Donc, dans ce cas-là, vous lisez chaque question 2 fois pour être sûr de bien la comprendre. Surlignez un mot-clé dans chaque question. Le mot-clé qui, selon vous, est le plus pertinent dans la question, qui est, qui est le mot central, l'idée centrale. Utilisez les sous-titres puis vos annotations pour repérer ces mots-clés dans le texte. Donc, le plan que vous avez fait, les surlignages que vous avez, les mots que vous avez surlignés dans le texte, pardon, les mots que vous avez écrits en marge, c'est là que vous allez les mobiliser, c'est là qu'ils vont servir à bien vous repérer. Trouvez la réponse dans le texte grâce à ça, soulignez-la, transcrivez la réponse sans faire de faute et révisez le tout une dernière fois avant de remettre le travail, bien sûr. Donc, en résumé, avant la lecture, c'est important de cibler le type de lecture, de déterminer votre intention de lecture et d'activer vos connaissances en lien avec le sujet. Pendant la lecture, annotez le texte, vous pouvez utiliser la couleur, vous pouvez utiliser des signes et des symboles, encore une fois, la créativité de mise, vous pouvez mettre des étoiles, des astérisques, encadrer, souligner, etc. Posez-vous des questions, faites des hypothèses, discutez avec le texte dès le moment de la lecture. Ressortez des informations importantes, faites des liens entre les différentes idées du texte et clarifiez le contenu si jamais il y a des incompréhensions. Prenez le temps de clarifier, de vous assurer de bien comprendre le texte. Après la lecture, maintenant, faites un résumé dans vos mots, donc soit un paragraphe, un schéma, un tableau, une carte d'organisation d'idées, un scrapbook. Et vous pouvez le résumer oralement aussi. Ça, c'est une excellente façon de vulgariser puis de vous assurer d'être capable de mettre quelque chose dans vos mots. Utilisez des stratégies devant une incompréhension. Si vous avez une incompréhension d'un mot, d'une idée ou d'un passage, les stratégies vont être différentes. Donc, assurez-vous de bien comprendre quel type d'incompréhension vous avez et d'utiliser des stratégies appropriées. Finalement, anticipez les questions qu'on pourrait vous poser et commencez tout de suite à y répondre. Alors voilà, euh, ça fait le tour de cette présentation. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a plu, que ça va vous aider à mieux apprécier les lectures, à mieux vous approprier les lectures et à sentir que tout ça est valorisant et enrichissant pour vous. Alors, je vous souhaite une très bonne session et de bonnes études.